Bonjour à toutes et à tous. Mardi 28 juin 2022, 4e conseil municipal de l'année. On va commencer avec l'appel traditionnel de Madame Pardigon. Monsieur le maire. Présent. Madame Astier-Boucher. Présent. Monsieur Berthy va arriver, il n'est pas loin. Madame Corporandi-Vialon. Présente. Madame Excoffon-Joly. Monsieur Henry. Présent. Madame Gigny. Présent. Monsieur Collet. Présent. Madame Gamba. Présent. Madame Théobald a donné procuration à Madame Gamba. Madame Lampin. Présent. Madame Janin. Présent. Madame Gérini a donné procuration à Madame Astier-Josiane. Monsieur Ruiz. Présent. Madame Garino. Présent. Monsieur Even. Présent. Monsieur Jean Solin a donné procuration à Monsieur Guette. Monsieur Guette. Présent. Monsieur Vidal. Madame Astier. Monsieur Cardinali. Monsieur Weber. Monsieur Versini a donné procuration à Madame Corporandi-Vialon. Madame Vaillant a donné procuration à Madame Garino. Madame Guilleron. Monsieur Monin a donné procuration à Madame Astier-Boucher. Madame Mangot. Madame Dalmasso. Monsieur Audibert a donné procuration à Madame Guilleron. Bien, je vous remercie Madame Pardigon. Alors, les deux délibérations habituelles. Tout d'abord, l'approbation du procès-verbal de la séance précédente du 5 avril dernier. Est-ce que vous avez des remarques? Pas d'observation. Alors, je mets aux voix. Qui est contre l'approbation de ce PV? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous allons à présent désigner une secrétaire de séance, puisque nous avons un binôme qui se relaie. Je vous propose Magali Dalmasso comme secrétaire de séance. Qui est contre? Qui s'abstient? Très bien, l'unanimité. Bravo Magali. Moi, j'ai jamais eu l'unanimité quand j'étais secrétaire de séance. C'est vrai. Jamais en 12 ans. Ensuite, nous allons passer au compte-rendu des commissions qui ont fait l'objet d'événements récemment, en tout cas d'informations dignes d'intérêt. Donc écoutez, on va commencer à ma gauche par Virginie, notre adjointe aux affaires sociales. Merci, monsieur le maire. Ouais, vous m'entendez? Ouais. Merci, bonsoir à tous. On va parler du plan canicule 2022, qui est d'actualité. L'évolution du climat annonce des vagues de chaleur de plus en plus fréquentes, plus sévères et plus longues qu'actuellement. Dans un horizon proche, les projections en métropole mettent en évidence une hausse des températures moyennes et la survenue des vagues de chaleur plus fréquentes, plus longues et plus intenses, qui pourraient survenir dès le mois de mai et s'étirer jusqu'en octobre. Le dispositif spécifique Orsec, gestion sanitaire des vagues de chaleur, remplace désormais le plan départemental de gestion d'une canicule. Ce dispositif est enrichi. Il constitue une réponse des pouvoirs publics et des acteurs locaux pour anticiper et gérer les conséquences sanitaires d'une vague de chaleur en ciblant notamment les enfants, que ce soit dans les crèches ou les écoles, les personnes vulnérables et également les travailleurs. La veille saisonnière s'étend du 1er juin jusqu'au 15 septembre de chaque année. La prévision et survenue d'une vague de chaleur s'appuie sur le dispositif d'une vigilance météorologique mise en place par Météo France dans le cadre général de la vigilance et de l'alerte météorologique. 4 couleurs, vert, jaune, orange et rouge, indiquent le niveau de vigilance qui correspond à la gravité de l'événement et à une situation donnée. Le maire, qui est président du CCAS de droit, est tenu d'instituer et de tenir à jour un registre nominatif communal, donc qui se tient au niveau du CCAS, des personnes âgées, des personnes handicapées de sa commune, vivant à domicile et qui en ont fait la demande, ou la demande peut également passer par un tiers. Il faut quand même qu'il soit donc d'accord, à la condition donc que la personne concernée n'y soit pas opposée. Le principe général est une prise de contact régulière avec la personne inscrite pour s'assurer de sa bonne santé. Donc n'hésitez pas à contacter le CCAS si vous connaissez des personnes vulnérables qui acceptent d'être inscrites sur le registre. À ce jour, nous comptons 54 inscrits pour notre commune. Voilà, monsieur le maire. Bien. Effectivement, il faut être vigilant. Les personnes âgées sont victimes de déshydratation très rapide et ça peut malheureusement avoir
des effets dramatiques, donc il faut être vigilant. Alors pour illustrer les paradoxes du changement climatique, aujourd'hui, après un début de canicule depuis quelques jours, nous avons eu la grêle à la Farlède, hein, donc il faut s'attendre à ce type d'épisodes malheureusement de plus en plus fréquents dans les années à venir et nous y adapter autant que possible. Concernant les îlots de chaleur dont on parlait, on en parlait avec Robert, avec Alexis, mais il est évident qu'à chaque nouveau parking ou à chaque parking que nous allons retravailler, nous allons désimperméabiliser, nous allons végétaliser, nous allons aussi travailler sur les cours d'école pour planter des arbres et pour, à terme, essayer d'enlever ce goudron qui, à une époque, était la surface idoine dans les cours d'école. Ça ne salissait pas, c'était pratique. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'il faut. Donc, on va faire quelques retours en arrière, puisque les anciens, comme souvent, avaient cette capacité à prendre les bonnes décisions, dites de bon sens en tout cas, et on a parfois dérivé. Donc on va essayer de revenir sur quelques éléments structurels quand ça sera possible financièrement et du point de vue aussi conjoncturel. Sandrine, c'est vrai que c'est la période des festivités aussi en plus de la canicule, donc je laisse la parole à ma première adjointe. Bonsoir à tous. Bon, effectivement, je vois que tous les Farlédois sont ravis de se retrouver sur la place, notre belle place de la Liberté, puisque toutes les manifestations qui ont lieu jusqu'à maintenant ont une attractivité assez importante. Bien sûr, avec notre partenaire donc privilégié, qui est le Comité officiel des fêtes, qui ont commencé donc par la rétro-locomotion le 15 mai, où c'est qu'il y a eu un réel succès. Ils ont fait aussi également le marché médiéval, artisanal des anciens métiers anciens, le week-end donc du mois de juin, où c'est qu'il y a eu une fréquentation le samedi et le dimanche également, mitigé le dimanche, mais il faisait beau, donc peut-être que les personnes voulaient aller à la plage aussi. La foulée farlédoise, dernièrement, le 24 juin, donc on a fait, c'était là, donc on a eu à peu près 400 coureurs, je crois. C'est ça. Voilà, donc c'est vrai que toujours une très belle manifestation organisée par la Vague, que je tiens à remercier profondément. Ensuite, je tenais quand même à signaler notre première édition qui a eu lieu donc, le 20 mai, la première édition entre Vignes et Coudon, qui a été un réel succès. On ne s'y attendait même pas, puisque nos agents municipaux ont travaillé vraiment de concert et en transversalité. Et on a eu le résultat, parce que franchement, je crois qu'on a fait 1300 entrées entre 5h et 11h. Et beaucoup de Farlédois nous ont demandé de reconduire cette manifestation. Donc, on a demandé aux agents, et malgré leur congé annuel de juillet-août, qui n'est pas négligeable, nous allons organiser ça. Le 26 août, nous organisons une seconde édition, qui, j'espère, rencontrera autant de succès. Sinon, nous avons ce week-end, il y a le Festival Rock également, donc vendredi soir. Si vous ne savez pas quoi faire, venez vendredi, samedi, à partir de 19h. Donc sur 2 jours, je pense que le comité des fêtes vous a concocté un très beau week-end. Le 8 juillet, il y aura également la soirée glisse, avec également le tournoi, il y en a un peu pour tous les goûts, du Coudon, qui se déroulera au stade. Donc voilà, c'est toujours convivial de venir en famille à cette soirée glisse. C'est vrai que c'est toujours une manifestation qui, ça fait 2 ans qu'on n'a pas faite, mais qui en général attire beaucoup de monde. Nous avons en mois de juillet également, le comité des fêtes organise donc beaucoup. Il y a le bal des enfants le 16 juillet et également le 30 juillet, il y aura une soirée aussi. Alors je ne sais plus exactement ce que c'est, mais vous suivrez les agendas que le service communication ne manque pas à mettre sur notre site internet et via les réseaux sociaux. Le 22 juillet, nous avons également notre soirée phare au niveau de la municipalité, puisque nous accueillons Route 83. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Lundi soir, nous avons une commission donc, culturelle et festivités en même temps, puisque nous travaillons en fait de concert, puisque les festivités, ça regroupe également la culture. Et nous allons parler donc de la 2e édition entre Vignes et Coudon, donc du 26 août que je vous ai dit tout à l'heure, ainsi que la semaine européenne du développement durable qui aura lieu courant donc, du mois de septembre, à partir du 23 septembre. Voilà, et ensuite il y aura les questions diverses. Voilà, Très merci bien. beaucoup. Donc on a parlé d'affaires culturelles, il y a eu la fête de la musique qui a été organisée sous l'égide du service culture avec Magali, et puis il va y avoir Partir en livre, Magali. Bonsoir à tous. Donc la fête de la musique a été une belle réussite. Depuis 2 ans où nous avions rien dans notre commune
par faute du Covid. Tout le monde a été content. On a des groupes de musique dans les jardins en avant-soirée, et puis notre place de la Liberté qui a été animée par le groupe Nos Sax pour le plus grand plaisir des petits et des grands. Et ça a été une belle soirée. Partir en livre, donc manifestation nationale qui a commencé le 22 juin à la médiathèque jusqu'au 24 juillet. Donc c'est un mois de fête autour du livre de la jeunesse, dans le cadre dont le thème cette année c'est l'amitié. Un mois d'animation, mais une date à retenir en soirée, c'est le 9 juillet de 16h à 22h dans les jardins de la médiathèque. Une soirée amicale avec des jeux, des animations, des activités manuelles et littéraires, et qui vont se conclure par une veillée de contes. Voilà. Donc, voilà. Après, on peut dire aussi qu'il y a eu beaucoup d'expositions qui se sont faites par des artistes depuis le début du printemps. Donc, beaucoup de succès. Notre salle d'exposition de la Capelle a été bien occupée par des peintres, des sculpteurs. Voilà, il y a eu de beaux projets et de belles expositions. Voilà. Et on favorise les circuits courts, que ce soit pour le spectacle, la culture. Donc on a souvent les professionnels ou les amateurs de notre commune, en tout cas du territoire. Oui, que nous privilégions. Et puis après, nous accueillons évidemment les artistes et des alentours aussi. Il n'y a pas de souci, mais ça se bouscule au portillon, comme on dit. Voilà. Très bien. Donc on reprend en septembre les expositions. Alexis, notre adjoint au sport, à la transition écologique, tu as été un peu spoilé par Sandrine sur la course de la foulée par les doigts et sur le tournoi du Coudon. Mais on te laisse la parole quand même. Oui, bonsoir à tous. Merci, monsieur le maire. Donc, au niveau des sports, je vais faire un petit déroulé chronologique de ce qui s'est passé depuis le dernier conseil municipal, à savoir le stage de voile qui a eu lieu pendant la première semaine des vacances de printemps, les 2 balades ou promenades farlédoises maintenant, puisqu'elles ne se résument plus simplement à visiter les hameaux, parce qu'il faut diversifier un petit peu. Donc 2 sorties organisées par le CCAS en partenariat avec le service des sports qui ont rencontré un franc succès. Les journées sport, donc là, ça a été un petit peu plus mitigé. Alors, une journée intergénérationnelle qui s'est finalement résumée à un joli tournoi de pétanque organisé par les joyeux boulomanes farlédois. Et par contre, la matinée qui était prévue à une marche d'orientation a été annulée faute de participants. Mais bon, enfin, je terminerai là-dessus tout à l'heure dans l'intervention sur les sports. La journée olympique qui, en raison d'un orage au moment de l'installation des tapis en extérieur, a dû être annulée au dernier moment aussi. Donc il nous restera la journée des pratiques urbaines le 24 septembre. Et j'aurai l'occasion de revenir aussi plus tard dans le conseil au sujet de cette journée-là. Le savoir rouler à vélo a été mis en place dans les écoles de la commune pour les classes de CE2 et de CM2 au mois de juin, donc sur 2 semaines. La foulée farlédoise donc, qui vient de se tenir donc, a rencontré un franc succès. Je pense que tout le monde était satisfait, les participants, les organisateurs, nous-mêmes. Là aussi, on est dans un contexte de reprise, donc un petit peu moins de participants, mais très encourageant quand même. Le tournoi du Coudon qui est à venir donc le 8 juillet de mémoire, et puis très rapidement aussi pour écumer quelques assemblées générales des clubs, des différents clubs sportifs, en tout cas des associations à vocation sportive. Je constate, on le sait tous, on est dans un contexte de reprise post-pandémie, même si on a encore des résurgences à l'entrée de cet été. Ça a été une année de transition, de reprise, mais j'ai rencontré des associations qui sont encore vigoureuses, motivées et finalement en bonne santé et qui se remettent de cette période et c'est encourageant. Ce que je voulais dire aussi pour terminer là-dessus, c'est qu'on est, voilà, quand je parlais de la journée intergénérationnelle, on est dans un contexte de reprise dont tout fonctionne, les gens qui viennent viennent avec le sourire, participent de façon enthousiaste, mais on n'est pas encore dans des effectifs qui rejoignent la période pré-Covid. Mais ça viendra, ça j'en doute pas.
Sur l'environnement et la transition écologique, donc dans un premier temps, je rappellerai la tenue du Conseil municipal des jeunes le 21 mai, où nos jeunes conseillers ont pu travailler sur les thématiques comme le devoir de mémoire, avec la présence de M. Desval de l'Union fédérale des anciens combattants. Ils ont également travaillé sur les thématiques du sport et de la jeunesse, et on s'aperçoit qu'ils sont pleins de ressources et peut-être de bonnes idées à développer. Je ferai un petit, pour pas spolier M. Berthy, un petit compte-rendu sur des travaux qui reflètent la volonté municipale quand même de s'inscrire dans une politique de développement durable. Des travaux d'isolation vont être menés au sein des écoles durant les vacances estivales, ce qui permettra de réduire l'empreinte énergétique et évidemment les coûts de fonctionnement. Le futur parking des Monniers va être équipé d'un éclairage photovoltaïque. Au niveau de la coulée verte et dans le secteur des Sèvres, là cette fois ce sera un éclairage à détection qui sera installé. On peut aussi parler du remplacement progressif des ampoules traditionnelles, des réverbères par des LED qui consomment moins. Et enfin, est également à l'étude l'installation de bornes IRVE, donc c'est des bornes de recharge pour les véhicules électriques dans différents secteurs de la commune, en particulier les parkings proches des zones résidentielles, puisque aujourd'hui on assiste quand même à un développement très important de ces véhicules-là, et donc c'est une des attentes de la population certainement. Et je terminerai par donc ce dont tu as déjà parlé, Sandrine, les semaines européennes du développement durable qui s'organiseront donc, la date nationale, je crois que c'est entre le 18 septembre et le 8 octobre, et l'activité va être assez dense aussi au niveau de la commune, puisque ça commencera dès le 17 septembre par la World Clean Up Day en partenariat avec la SPE, l'association de sensibilisation et de propreté de l'environnement dirigée par Madame Chaumery. S'intégreront dans ces semaines les journées du patrimoine du 17 au 18 septembre. Le vendredi 29 sera consacré à une soirée sur l'inclusion, la sensibilisation des jeunes et moins jeunes sur le thème du handicap. Au travers, pour l'instant, une des premières initiatives, ce sera la réalisation d'un match de rugby fauteuil. Le samedi 24 septembre, donc c'est la journée des pratiques urbaines dont je vous parlais tout à l'heure, et on va l'intégrer dans ces semaines-là en développant autour de cette manifestation la capacité à pouvoir proposer, réaliser des événements propres. Donc voilà. Ça se poursuivra le samedi suivant, le 1er octobre, par une journée sur le thème de l'agriculture, de l'environnement, de la culture et de l'éducation, avec la présence d'intervenants, de stands, bon, il y a encore pas mal de choses qui restent à définir, mais l'objectif de cette journée est d'avoir un côté vivant et pratique où tout le monde puisse s'informer, mais aussi mettre la main à la pâte et puis découvrir des initiatives locales et puis peut-être susciter des vocations. Et ces semaines se termineront donc vendredi 7 octobre par des conférences autour du thème de l'autonomie alimentaire et également de la thématique de l'eau. Donc comment vivre dans un monde sans eau ou avec moins d'eau en tout cas. Donc voilà, et ce sera ces semaines sûrement une très belle occasion, je pense, pour poursuivre donc les projets de plantation d'arbres, d'y associer le public scolaire, puisqu'on arrivera dans cette période de l'automne qui est propice aux plantations, en partenariat bien sûr avec les services techniques et dans la mesure des possibilités. Voilà, merci. Merci Alexis, c'était exhaustif. Pierre, la sécurité, on va l'aborder à 2 reprises ce soir. On va faire un achat mutualisé de jumelles laser, donc on le voit tout à l'heure, on en parle tout à l'heure. Et puis on va aussi débloquer une première somme pour amorcer le paiement du plan de déploiement des caméras de vidéoprotection auprès de Erima, qui est le prestataire du SICTIAM. Est-ce que tu vois, avec la sécurité, il y a des événements à couvrir, ce qui mobilise énormément la police municipale? Peut-être si tu veux en dire vraiment.
services municipaux sont très sollicités, effectivement, avec toutes les festivités qu'il y a eu, qui finissent très tard. Bon, jusqu'à maintenant, ça s'est bien passé, il n'y a pas eu d'incident. Moi, je tiens à remercier principalement les présidents d'associations qui ont recruté, qui ont demandé donc aux gens qui étaient donc acteurs dans la société de faire le parcours pour la foulée fleuret-doise. Il n'y a eu aucun incident, ce qui est une bonne chose. Hein. Donc, à les remercier, ces gens-là, pour la coopération pour cette belle course. Ça marche. On peut rappeler aussi que cet été, les administrés qui partent en vacances peuvent le signaler à la police municipale pour avoir une ronde Notamment. régulière qui permet vacances. de les sécuriser. Voilà. Merci Pierre. Alors, Robert et Anne-Laure, la prise de parole sera peut-être intimement liée puisqu'on va beaucoup parler de travaux aux écoles. Je laisse la parole en premier à qui? Allez, Anne-Laure. Pour les travaux, je te laisserai bien l'expliquer. Bonjour à toutes et tous. Donc effectivement, l'année scolaire touche à sa fin. Hein. Donc ça a été une année plutôt réussie, malgré évidemment encore perturbée par l'épidémie. Mais nous avons réussi à répondre au mieux aux demandes et aux attentes donc, des enseignants et de l'éducation nationale. On rappelle qu'il y a une ouverture de classe à Marie Curie, à laquelle il a fallu faire face. Tout à fait. En construisant rapidement, grâce à la réactivité des services techniques et de nos agents en général, de nos cadres, une nouvelle classe voilà, dans l'école Marie Curie. Et nous avons réussi en plus à on va dire déménager entre guillemets les enfants et donc au niveau du groupe scolaire, donc puisque ça s'est fait au mois de novembre à la rentrée des vacances. Et honnêtement, voilà, ça s'est plutôt bien passé. Et bon, on dirait que cette classe a toujours été là, donc tout va bien. Pas d'avarie sur une première année. Non. C'est très bien. Il n'y a pas eu de soucis. Pour la rentrée, à l'heure où je vous parle, aucune décision d'ouverture. Donc, il reste le 30 août une deuxième commission. Voilà, en principe, donc j'ai encore eu cette semaine l'éducation nationale. Il ne devrait pas y avoir d'ouverture, mais on préfère prévoir quand même une classe au niveau de Jean Écart, parce qu'il y a quand même pas mal d'inscriptions et on va en recevoir pas mal aussi par rapport à des déménagements cet été. Donc en tout cas, la classe sera prête, que si au 30 août, on nous disait qu'une classe ouvre, dans ces cas-là, dès le lendemain, à partir du moment où ils envoient un instituteur, il n'y aura aucun souci d'ouverture. Voilà. Toutes les classes donc d'élémentaire ont été dotées de tableaux écran interactifs. Ça y est, tout le monde l'utilise vraiment de manière intense, je vais dire. Et voilà, ça c'est une véritable réussite. Et en fait, lors des conseils d'école, on m'a demandé de remercier Monsieur le maire vraiment de cette initiative. Voilà. Écoutez, en tout cas de l'accord. Je vous remercie aussi d'avoir répondu à leurs demandes et d'avoir été aussi efficace pour la mettre en œuvre. Le financement, c'est tous ensemble qu'on le décide. Donc c'est collectif. Monsieur Berthy. Monsieur Berthy qui a un gros chantier cet été à suivre avec l'isolation externe de la vieille école Jean Écart, une passoire thermique pour laquelle on a beaucoup d'affection, mais tout de même qui n'est pas d'une grande efficacité face au changement climatique et qui va aussi la rafraîchir du coup. Ouais. Alors déjà ce soir, je m'excuse parce que je vais être à l'école à la kermesse, puis la kermesse avec ce qu'il est tombé aujourd'hui, elle a été repoussée à jeudi. Mais il faut savoir, Monsieur le maire, Monsieur Yves, que tu as fait des heureux aussi bien en parent qu'en professeur. C'est pas moi, c'est tout le monde. Oui, non, mais si tu signes pas les commandes que je te présente, si c'est que et ça, tu ne m'es pas obligé, de signer pour je faire peux rien des faire. Hein, voilà. Donc ça a été, disons, avec tous les adjoints, comme un accord qu'on a décidé de rafraîchir Jean Écart en premier. Donc c'est de l'isolation qui sera mise par l'extérieur, avec après un recouvrement par-dessus avec un crépi.
Donc ça permet encore de refaire notre école un peu plus belle vue de l'extérieur. Et parallèlement à ça, on fait un rafraîchissement, on appelle ça un rafraîchissement parce que je ne veux pas employer le mot climatisation. Ce sont des réfrigérants qui sont déposés à l'extérieur et qui montent le long de la façade et qui rentreront par le couloir principal en grenier et qui sera distribué dans chaque classe. Donc ça, c'est une question qui sera plus à goût du jour l'année prochaine, puisque je pense que chaque année, on perd 1 degré, 1,5 degrés, voire 2, et c'était quand même un souhait de rafraîchir les classes. Cette année, on tendait le dos avec Monsieur le maire, parce qu'on avait peur que ça fasse comme il y a 2 ans et demi, où on avait été obligé de fermer l'école. Donc là, je pense qu'on passera à travers, encore 15 jours, et puis à partir du 9, les entreprises s'installent, et on attaque les travaux avec une surveillance accrue par tous les services pour que le 10 août, c'est ça, Liliane, je ne me trompe pas, que le 10 août, il y ait une première commission qui passe pour pouvoir, on va dire, ouvrir l'école au mois de septembre. Parce que du fait qu'on enclenche des travaux, il faut faire passer la commission de sécurité. Il y a une modification du bâtiment, donc on est obligé. Ce qui fait qu'on a très peu de temps pour réaliser tous ces travaux. Et je vais vous dire aussi qu'on a oublié de vous parler de la salle informatique. Nous avons réalisé une salle informatique, on va dire, du 23e siècle, je dirais, et non pas du 21e, à la réfection totale, plafond, LED, parquet. Et on attend à partir du 15 juillet des tables, des tableaux, des bureaux pour pouvoir mettre les écrans et les ordinateurs. Voilà, ça c'est ce qui va se faire à la truc. Dans la lancée, Monsieur le maire m'a demandé cette année de faire l'étude pour l'école Jean Monnet, aussi bien en isolation qu'en réfection, qu'en rafraîchissement. Donc nous allons, disons, dès cette année, préparer éventuellement, si le budget nous le permet, de faire l'année prochaine Jean Monnet. Voilà ce que j'avais à vous dire sur les trucs. Je ne rajouterai pas qu'on est sensible aux arbres. J'ai rendez-vous avec les directeurs d'école pour en parler. On va essayer de planter le maximum d'arbres, non pas des arbres de 5 cm de diamètre, mais des beaux arbres qui apporteront de l'ombre. Et on étudiera par la même occasion leur rafraîchissement, éviter, disons, les radiateurs que sont les cours d'école avec ce goudron là qui distribue beaucoup de chaleur. Voilà. Merci Robert. Je rajouterai qu'avec la cellule subvention, on a obtenu 90 000 euros de subvention auprès des services de l'État, c'est-à-dire 25% du coût total de l'opération. Donc je remercie tous les agents qui ont travaillé sur ce dossier. C'est une bonne nouvelle. On a fait le tour. Alors je rajoute juste qu'on a quelques travaux à venir sur la rue de la République en raison du démarrage des travaux de la deuxième phase de la centralité. Donc on va créer quelques désagréments pour les administrés ou les commerces, on s'en excuse. Ça va durer quelques mois, c'est pour faire passer le pluvial redimensionné. Et une fois que cette rue de la République sera refermée, eh bien, les entreprises pourront travailler sur site et déranger beaucoup moins les automobilistes, les riverains et les commerces. On va pouvoir passer à l'ordre du jour, en tout cas y revenir. On attaque par une décision modificative, la première donc du budget communal. Voilà. Les données vont apparaître à l'écran. Donc nous avons besoin de prendre en dépenses imprévues 44 437 euros sur les 50 000 que nous avions budgétisés. On va trouver le détail donc tout d'abord dans les charges à caractère général avec un reliquat de consommation à l'ancien bureau de la police municipale pour 1 300 euros. Ça y est, c'est fermé, donc ça sera le dernier.
Une facture de réseau, en tout cas de maintien et d'entretien de réseau des éclairages publics et des feux tricolores pour 20 000 €, une facture qui n'avait pas été rattachée au budget 2021, donc on est obligé de rattacher au budget 2022. Les 5 000 €, c'est par rapport à la décision qui a été prise, comme l'a dit tout à l'heure Sandrine, de faire une deuxième édition de Entre Vignes et Coudon. Donc on fait apparaître que la dépense, il y aura aussi une recette, mais il n'est pas utile de l'inscrire à ce moment-là. La recette, c'est la vente des verres de dégustation qui avait rapporté un peu plus de la moitié de cette somme lors de la première édition. En baisse de dépenses, par contre, on a la partie du prêt concernant le complexe sportif que nous avions affecté en fonctionnement, que nous allons enlever du fonctionnement pour le mettre en investissement. C'est la consigne du trésorier. C'est le reliquat du prêt que nous gardons chaque année qui représente 13% en fait de l'emprunt total du complexe sportif, puisque nous avons transféré 87% du complexe sportif. Et nous avons gardé quelques éléments, notamment le deuxième appartement. Dans le chapitre 65, les autres charges de gestion courante, là nous allons faire une subvention exceptionnelle à la Caisse des écoles, qui est en réalité une avance de trésorerie pour pouvoir payer dès cette année les écrans interactifs plus du matériel de bureau. Le budget avait été inscrit à la Caisse des écoles, mais il n'y a pas la trésorerie, donc on fait l'avance et l'année prochaine on baissera la subvention de cette somme-là, puisque la Caisse des écoles pourra payer ce qu'elle a budgétisé. Les choses rentreront dans l'ordre. La subvention complémentaire pour Express sur Sol, ça fera l'objet d'une délibération tout à l'heure avec Alexis, 1 000 € supplémentaires pour un événement en septembre. Une subvention complémentaire à l'association Crescendo qui gère le bâtiment communal de la crèche pour 10 000 € supplémentaires. On verra tout à l'heure les raisons de cette subvention complémentaire. En autre charge diverse de 100 €, c'est assez anecdotique, c'était des remboursements de mercredi à l'accueil de loisirs pour des cas Covid notamment. Et enfin, la dernière ligne, là aussi je ne développe pas plus que ça, parce que ça va faire l'objet de la délibération d'après. Nous avons 5 000 € de frais de dossier pour un emprunt. Alors, nous avions prévu 5 000 € pour un emprunt, sauf qu'on va en faire 2. Et donc techniquement, je vais vous expliquer pourquoi, ainsi que 20 € pour intérêt d'emprunt. Voilà pour le détail en fonctionnement. Donc 44 437 € à aller chercher en dépenses imprévues. Ensuite, en investissement, on va avoir besoin de 38 077 €. Donc on retrouve le prêt qui passe en investissement de 13 083 €. On a ensuite 2 opérations de pluviales qui apparaissent. Une petite opération de 3 932 € rue du Partégal. Et ensuite 2 opérations légèrement plus consistantes dans le lotissement de l'Auberte, qui est une voirie communale qui descend jusqu'au bas de l'impasse de la Sarriette, ainsi que sur le chemin de Hyères, où nous allons refaire le pluvial devant la propriété Massa, puisque lors de fortes pluies, eh bien, l'eau s'accumulait devant le mur de la propriété et pouvait causer des dégâts. Ensuite, nous avons la somme dont je vous parlais tout à l'heure qui amorce la dépense concernant la vidéoprotection, 12 418 €. Une avance forfaitaire en fait à donner à Erima, le prestataire de vidéoprotection du SICTIAM. 2 170 € pour l'aménagement du boulodrome. En réalité, c'est l'achat de planches de bois et de fixation pour séparer les terrains et les faire passer de terrain de jeu provençal à terrain de pétanque. Donc il y avait quand même une centaine de mètres linéaires à faire sur l'ensemble des 5 plateaux. On annule une opération qui n'est pas urgente, ce sont les trottoirs de l'avenue de la Libération. Ça avait été budgétisé à hauteur de 25 000 €. Donc là, c'est une baisse de dépenses. Ensuite, 4 700 € pour des mains courantes à Jean Écart. Donc, dans le cadre de l'ADAP, on s'est rendu compte que les mains courantes des escaliers intérieurs de Jean Écart n'étaient pas adaptées à la dimension des mains des enfants. Il faut donc prendre des tubes de plus faible diamètre. Donc, ça coûte 4 700 € pour... il me semble qu'il y a 3 cages d'escalier avec deux paliers à chaque fois. Donc, 4 700 € en tout. Et enfin, là, on revient dans le bâtiment mairie, 1 774 € pour remplacer des volets défaillants
dans deux endroits différents, donc des stores en réalité qui sont bloqués, cassés, et que l'on va changer. Donc en tout, en investissement, on a besoin de prendre 38 077 € dans les dépenses imprévues. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette décision modificative? S'il n'y a pas de questions, je vais vous demander de voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc je vous disais que la délibération suivante parlait de notre emprunt, plus exactement de nos emprunts. Nous avons besoin, en plus de notre autofinancement et des achats déjà réalisés, de 8 millions d'euros pour payer les travaux, ainsi que la maîtrise d'œuvre du groupe scolaire. Nous avons contacté différents établissements bancaires. On avait convenu en début d'année que la situation devenait tout de même assez mouvante et qu'il était temps de contracter ces prêts. Nous avions peur que les événements précipitent une augmentation des taux. Donc on a effectivement contacté plusieurs établissements bancaires. Bien nous en a pris, car plusieurs de ces banques ont refusé de faire des propositions avec un taux fixe. Alors, il y avait des taux variables avec des taux effectivement particulièrement bas et séduisants, mais on ne peut pas s'engager pour une collectivité sur une somme pareille, sur un taux variable. Et à force de chercher, et M. Cardona a réussi à débusquer la banque idoine, nous avons trouvé donc un prestataire qui va nous prêter les 8 millions d'euros, mais en deux parties, parce qu'il y avait un plafond qui avait été déterminé par cet organisme en termes de maximum à prêter. Et en nous le faisant en deux parties, avec deux entités qui se rejoignent, nous avons la possibilité d'emprunter ces 8 millions d'euros. Donc le premier emprunt, 5 millions d'euros, est sur une durée de 25 ans, donc un amortissement sur 300 mois. Le taux fixe nominal, c'est 1,60. Le taux, le TEG, le taux effectif global, c'est 1,61 puisqu'on y rajoute les frais de dossier qui sont de 5 000 €. Ce qui constitue des échéances trimestrielles constantes, je le dis bien, fixes, de 60 763 €, c'est-à-dire environ 243 000 € par annuité. Mais ça sera payé par trimestre. Et une deuxième partie, donc un emprunt, lui, sur 20 ans. On avait discuté de la différence des taux et du fait de pouvoir engager la commune en partie sur 5 années de moins. On avait trouvé cela intéressant de financer de cette manière-là. 20 ans, donc un amortissement de 240 mois, un taux fixe légèrement plus bas, mais à peine 1,55%, avec 1,56% en y rajoutant les frais de dossier, et des échéances trimestrielles de 43 684 €. Voilà, c'est-à-dire par an, environ 173 000 €. Ce qui nous fait en tout la modique somme de 410 000 € pendant 20 ans. Puis les 5 années suivantes, ça tombera donc à 243 000 €. Si vous avez des questions sur ce prêt, je vous écoute. Je pense que si nous avions attendu encore un petit peu, là déjà 2 mois après, on aurait 0,15 ou 0,20 de plus en taux fixe pour les rares banques qui prêtent à taux fixe aux collectivités. Aux particuliers, ça prête encore à taux fixe. On aurait déjà pris 0,15 ou 0,20. Et en taux variable, on avait l'assurance que sur une première année d'avoir un taux exceptionnel, et puis ensuite ça aurait pu dévisser, puisqu'avec l'inflation et la menace du déblocage des taux, nous serions exposés à de graves dangers financièrement. Voilà. Donc nous avons opté pour cette solution de sagesse. Il n'y a pas de questions? Alors je vais vous demander donc de prendre en considération et d'approuver à la fois le prêt de 5 millions d'euros payable par échéance trimestrielle au taux fixe de 1,60% et le prêt de 3 millions d'euros également payable par échéance trimestrielle au taux fixe de 1,55%, de prendre l'engagement d'inscrire en priorité chaque année au budget la somme nécessaire au paiement de ce prêt, et bien sûr, si vous le voulez bien, de me conférer les délégations utiles pour signer tous les documents nécessaires
à la contraction de cet emprunt. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Encore une délibération qui était annoncée dans l'ADM, donc dans le cas de la petite enfance et de notre partenariat avec l'association Crescendo. Je ne vais pas vous redétailler la convention que nous avons signée avec Crescendo. Nous l'avions fait dans un conseil municipal très récent. Et nous avions acté, en échange du service public que rend cette crèche et du partenariat que nous avons avec elle, c'est-à-dire de recevoir des enfants phare les doigts entre l'âge de 3 mois et l'âge de la scolarisation en école maternelle, eh bien, nous versons pour les frais de fonctionnement 110 000 € par an. Mais c'était avant, c'était quelques mois avant, l'explosion de l'inflation, notamment des coûts de l'énergie, puisqu'il faut bien chauffer une crèche, bien sûr, avec le public sensible qui le fréquente, mais aussi l'inflation sur les produits alimentaires, sur les produits courants, les couches par exemple, ou tout autre papier ou produit hygiénique. Nous avons demandé, et c'était dans le cadre de la convention, tous les éléments nécessaires au comptable de l'association pour pouvoir attester de la bonne foi de la somme demandée par Crescendo. Dans la convention, c'était pour, au départ, aborder une somme de 110 000 €, mais compte tenu des éléments justifiés qui figurent dans les documents qui ont été transmis, eh bien, nous allons vous proposer de mettre 10 000 € de plus, sachant que 8 000 € déjà partiront avec la seule augmentation des coûts de l'énergie, puisque, comme toutes les collectivités et comme les professionnels, le coût de l'énergie n'est pas bloqué. Donc les documents fournis par le comptable, la demande de subvention de l'année 2022, le bilan de clôture 2021, le budget prévisionnel mis à jour avec les éléments que je viens de vous donner, bien sûr en rapport d'activité attestant du bon fonctionnement de l'association. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Bien, je vais vous demander l'autorisation de signer cette convention donc, avec la somme de 120 000 € pour l'année 2022. Est-ce que vous êtes contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Là aussi, ça figure dans la décision modificative, la somme de 15 000 € en subvention complémentaire à la Caisse des écoles, j'en ai déjà dit un mot. Nous avions à l'origine voté une subvention de 17 000 € pour la Caisse des écoles. Or, pour des raisons de trésorerie, pour financer les écrans interactifs et du mobilier, eh bien, la Caisse des écoles a besoin de cette avance complémentaire de 15 000 €. C'est un budget effectivement autonome qui est abondé quasi à 100% par la subvention municipale. Ça ressemble effectivement à tous les autres budgets autonomes comme celui du CCAS ou du cimetière. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette subvention complémentaire? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Allez, je vais céder la parole à Alexis Collet, notre adjoint, cette fois-ci au sport, pour une subvention complémentaire. Voilà, donc nous avons décidé, en fait, suite à l'entretien que nous avons eu en début d'année avec M. Miclin, qui est le président de l'association Express sur Saône, dans une école de danse de la Farlède, bien connue et qui participe très souvent aux activités organisées par la commune, de l'associer à l'organisation de la journée. Alors là, il y a une petite coquille. C'est la journée sport urbain, pas intergénérationnel dans le titre. Mais bon, je sais pas, ça n'a pas une importance fondamentale pour l'instant. Juste pour info, Express sur Saône a participé notamment au gala des écoles de danse, au gala des dimanche de la fête de la Saint-Jean. Exactement, et s'était engagé à participer à la journée olympique aussi, donc vraiment présent sur beaucoup d'événements. À travers son président, c'est aussi une association qui a une vraie expertise sur ce type d'événements, puisqu'ils l'ont déjà réalisé. Donc des événements où on associe, donc c'est détaillé, des concours de danse urbaine, des compétitions de skateboard, des animations musicales et artistiques, donc en particulier le graphe. Donc Monsieur Miclin a proposé, on l'a invité à nous rejoindre,
car il possède vraiment un réseau et une expertise qui permettra de donner de la plus-value, de la qualité à cette journée. Donc c'est une subvention maximum de 1 000 euros dans la mesure des frais qui peuvent être engagés, et je peut même être une perspective d'économie aussi, puisque en faisant appel à des prestataires peut-être différents et moins onéreux. Donc voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette subvention complémentaire? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci Alexis. Je vais céder la parole à Anne-Laure Excoffon-Joly, notre adjointe aux affaires scolaires. Alors, la participation aux dépenses de fonctionnement des écoles publiques au titre de l'année scolaire 2021-2022. Donc, comme chaque année, je rappelle que des enfants sont scolarisés hors commune, et donc à ce titre, nous devons participer aux dépenses de fonctionnement de ces établissements. Participation qui revêt un caractère obligatoire dès lors que nous avons donné notre accord dérogatoire. Donc ça, il s'élève à 439 € par enfant. Pour la classe Ulysse à Soliès-Pont, la participation est de 70 € supplémentaires qui viennent se rajouter bien sûr aux 439 €. Il y a des communes qui n'adhèrent pas à cette convention, et donc actuellement donc c'est la commune de Lacros qui est concernée. Donc sur la base de cet accord préalable, alors excusez-moi, donc en fait le coût est fixé en fait au coup par coup, c'est le cas de dire. Actuellement, il s'élève à 372,89 €. Voilà, et c'est ce que nous demandons de voter ce soir, sachant que pour la classe Ulysse, c'est un petit peu plus bas aussi, pour la classe de Lacros, et donc c'est 64,96 € qui viennent se rajouter donc à cette somme pour les enfants qui sont dans ces classes dédiées. Voilà. Très bien. Alors, je note qu'il y a la commune de Solès-Touca dans cette liste. Alors après, oui, bien sûr. Et on verra qu'on va voilà la retrouver pourquoi, après. J'ai une hypothèse, je ne suis pas sûr, j'ai une hypothèse. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Qui est un classique de chaque année, c'est la même chose en fait. C'est une obligation annuelle. Et la CRO, c'est récurrent aussi, c'est toujours... Exactement, et la classe Ulysse aussi. Voilà. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Je vous remercie. Allez, on passe donc à la effectivement, la convention entre la commune de La Farlède et la commune de Soliès-Touca, relative donc aux participations aux dépenses de fonctionnement des écoles publiques. Donc Soliès-Touca fait bien partie des communes avec lesquelles nous avons des accords, des plus loin accords. Et là, cette année, effectivement, ils nous demandent une convention. Entre nous. Alors, puisque tu as une explication, je veux bien... Mon hypothèse, c'est que peut-être la mairie de Solès-Touca ne veut pas conventionner avec l'ensemble des communes qui sont dans la première, et peut-être préfère faire une par une les communes, je ne sais pas. C'est possible. C'est peut-être une hypothèse, je n'ai pas l'explication. Je ne sais pas si quelqu'un l'a. Non. Et donc, j'ai demandé à Aline, de toute façon, qui n'en avait pas, qui ne l'avait pas non plus. Alors, par contre, ça ne change absolument rien au tarif, puisqu'il reste sur la base de 439 €. Voilà. Mais je vais quand même... enquêter. Oui. Et au moins, vous aurez une réponse Allez, la prochaine fois. En tout cas, on fait référence au même article du Code de l'éducation. Donc, bon, il n'y a pas de lézard. On va revoter une deuxième fois. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Voilà, la troisième, donc, c'est la participation aux dépenses de fonctionnement des écoles privées au titre de l'année scolaire. Pareil, un classique, comme chaque année. Les enfants peuvent effectivement être inscrits dans des écoles privées. Voilà, vous avez la liste. Je ne vais pas vous la relire. Vous avez la liste des enfants. Et pareil, il y a un caractère évidemment dérogatoire, avec des obligations. Voilà. Donc on reste là encore sur un tarif identique aux écoles
des environs. Voilà, 439 €. Très bien. Précisons que ce sont des écoles sous contrat. Sous contrat. C'est pour ça qu'on peut mener cette délibération. Tout à fait. Nous laissons la liberté aux parents du De choix. choisir, Voilà. bien sûr. Est-ce que quelqu'un est contre? Quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Allez, toujours sur les Souka. Donc cette fois-ci, c'est pour l'achat de jumelles laser. Le modèle jumelle radar Pro Laser 4 que nous allons acheter de façon mutualisée avec la commune de Solé-Souka, aussi bien pour le prix d'achat que pour le coût de fonctionnement. Donc 4 500 € hors taxe pour l'investissement et 639 € pour les frais de maintenance annuels. Nous partagerons son usage sous forme d'une alternance d'un mois, un mois chacun, tout en précisant dans la convention que j'ai regardé que nous avons la possibilité exceptionnellement de l'emprunter pour un événement particulier, et ce sera aussi bien sûr réciproque. Voilà, nous devrions en disposer à la fin de l'été, d'après ce que j'ai compris. Il y a un petit peu de retard, effectivement, dans la livraison. Mais enfin bon, ça aurait été bien d'avoir cet été pour calmer un peu certains conducteurs sur des portions de route qui sont dangereuses. Ça nous permettra effectivement de répondre à la demande de riverains qui identifient certains tronçons comme plus dangereux, plus accidentogènes, où ils voient des comportements plus déviants. Ce sera du répressif. Heureusement, on est tout cas, ça obligé sera d'en arriver là. Cette fois-ci, ça sera avéré et officiel. Voilà. Exactement. Est-ce que quelqu'un s'oppose à cette convention pour l'achat de jumelles avec la commune de Solé-Souka? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Alors, nous passons aux délibérations sur nos apprentis. Donc nous avons 5 apprentis, 4 qui sont déjà en poste, une apprentie qui va arriver au 1er septembre. Les 4 premiers qui sont en poste finiront en août ou en septembre 2023, donc pour une durée de 3 ans. Notre dernière arrivée au restaurant scolaire, elle, ce sera pour 3 ans jusqu'en 2025. Nous avons besoin de compléter notre délibération dans la mesure où nous avons un paragraphe concernant l'insertion, l'inclusion. Donc, cela concerne l'apprentissage aménagé que nous n'avions pas inscrit sur la délibération. Donc, considérant que le Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Var et le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique accompagnent sur les plans financiers, administratifs et techniques les collectivités ou établissements territoriaux dans l'intégration d'apprentis bénéficient de la reconnaissance travailleurs handicapés, et considérant qu'il revient à l'Assemblée délibérante de délibérer sur la possibilité de recourir au contrat d'apprentissage. Voilà, c'est ce paragraphe-là que nous rajoutons pour inclure donc le handicap dans nos éventuels recrutements. J'ajouterai que pour les 4 premiers apprentis, là encore dans la démarche de recherche de subventions, nos services ont pu obtenir 3 000 € de subventions par apprenti, ce qui permet de diminuer encore le coût. L'apprentissage, c'est une opération gagnant-gagnant, à la fois pour l'élève qui souhaite s'aguerrir, acquérir de nouvelles compétences, et pour l'employeur que nous sommes, qui dispose bien sûr d'un élément supplémentaire pour mener à bien les objectifs de ces services, en l'occurrence là des services techniques et des espaces verts. Est-ce que quelqu'un s'oppose à cette nouvelle délibération relative au contrat d'apprentissage? Quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. La délibération suivante concerne les nouveaux contrats PEC. Donc, enseignement CAE, ce sont des contrats aidés, en réalité. Cela reste des contrats aidés, mais quand on passe d'une terminologie à une autre, il y a forcément quelques changements statutaires. En l'occurrence, là, sur la durée d'embauche, les contrats CAE, c'était de 6 à 12 mois. Les contrats PEC, c'est de 9 à 12 mois. Sur la durée hebdomadaire, ça sera de 20 à 35 heures, la possibilité d'embaucher avec ces contrats PEC. Donc, ça signifie parcours emploi compétences. C'est vrai que les acronymes, parfois, on s'y habitue, mais on ne sait plus ce que ça veut dire.
Nous avons embauché un agent pour 23 heures par semaine, aux espaces verts également. Et donc, c'est simplement une mise à jour également de la délibération que nous proposons d'adopter pour passer du CAE au contrat PEC. Voilà. Est-ce que j'ai un élément supplémentaire à vous dire? Non, je n'ai pas d'élément supplémentaire. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Qui s'abstient? Merci. Ensuite, délibération numéro 15, toujours en ressources humaines. Le fonds d'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique territoriale, ça concerne le financement d'appareils auditifs pour un agent municipal donc, qui souffre de troubles de l'audition. Donc l'appareillage dont il a besoin s'élève à 4 039 €. Après la déduction des différents remboursements de la sécurité sociale ou mutuelle, nous arrivons à la somme résiduelle de 920 €. Et nous allons vous proposer de payer ce montant, puisqu'il s'agit évidemment de l'efficacité, de préserver l'efficacité de l'agent et sa qualité de vie dans les services également. Ce n'est pas que l'efficacité, c'est aussi le bien-être. De payer ce montant de 920 € pour que l'agent municipal n'ait pas à débourser 1 € là-dessus, et tout en faisant en parallèle une demande de subvention pour essayer d'amoindrir cette participation communale, mais non pas au détriment de l'agent, mais en bénéficiant auprès du FIP-HFP d'un financement complémentaire. Est-ce que vous avez des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On passe en urbanisme. On parle régulièrement du projet de centralité, que ce soit pour les travaux, les acquisitions, l'aménagement. Donc là, nous allons reparler ce soir avec l'acquisition à la fois d'une maison et d'un terrain qui appartiennent à la famille Aiguier, donc les parcelles cadastrées AA 237, 354 et 352P, qui sont inclus dans un périmètre de DUP. Je vous ai demandé de délibérer en septembre dernier pour faire la demande à monsieur le préfet du Var pour effectivement obtenir cette DUP. J'avais fait cette demande dans la mesure où je vous avais expliqué qu'un parking aérien me semblait nécessaire à la bonne réussite de ce projet. C'était aussi la possibilité de faire cohabiter sur ce parking à la fois les riverains, les usagers des futurs commerces, mais aussi les parents d'élèves qui iront sur le groupe scolaire, avec une situation intéressante qui permet d'éviter d'aller en voiture jusqu'au groupe scolaire. On recherche des solutions pour amoindrir le trafic sur l'avenue de la Libération ou la rue Jean-Écart. Donc cette acquisition nous paraît tout à fait pertinente. Nous pourrons réaliser, grâce à cette emprise foncière, une quarantaine de places de stationnement. On mettra probablement d'ailleurs, comme disait tout à l'heure Alexis, une ou deux bornes IRVE, des recharges pour véhicules électriques. Et donc, nous avons aussi besoin, vous voyez le découpage qui est un peu, on va dire, improbable sur la partie nord. Nous avons besoin d'un accès piéton jusqu'à la rue des Gueules. C'est la raison pour laquelle vous avez ce renfoncement là, étroit, mais qui permettra de faire un piétonnier voilà, tout à fait serein pour aller du parking jusqu'à la rue des Gueules qui débouchera sur l'école Jean Monnet. Donc nous avions payé sur les premières acquisitions un prix de 180 € par mètre carré. Nous sommes restés sur cette même base. La maison également a fait l'objet d'une évaluation. Là, ce n'est pas que du mètre carré, hein, c'est l'évaluation d'un bien. C'est une maison que nous avons louée depuis quelques années pour éviter qu'elle soit occupée par un locataire avec un bail qui nous aurait mis en difficulté. Cette maison, donc, c'est la maison la plus basse du hameau d'Aiguier. Et donc la somme totale que nous devons débourser pour acquérir à la fois la maison et ce morceau de terrain s'élève à 627 060 €. C'est à 2,54% près le prix d'évaluation des domaines qui a été réalisé le 21 avril dernier, donc on est dans les clous.
Et on reste sur les mêmes bases de prix qui avaient été proposées dès le départ dans ce secteur 1 AU1. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette acquisition ? Si vous n'avez pas de questions, je vais vous demander l'autorisation de signer les documents nécessaires à cette acquisition, bien sûr en mettant au budget la somme nécessaire, ce qui est déjà fait, pour acheter ce terrain. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Alors là, 2 délibérations un petit peu atypiques. C'est plutôt une bonne nouvelle pour les finances de la commune. Il n'y a pas de personnes lésées en plus. Donc ce sont des propriétés sans propriétaire. Ce sont des biens sans maître, comme on dit en urbanisme. Donc la première délibération, la 17, nous amène sur le secteur de la Fonte des Fabres, donc sur la parcelle cadastrée AY56. Voilà, c'est une parcelle qui se situe en arrière-plan de la chicane qui amène au chemin de fer de la Fonte des Fabres. Voilà. Donc vous êtes entre la route et les rails avant d'arriver au passage à niveau. C'est une petite parcelle, mais qui est située en zone UE, donc il y a quand même une valeur. Elle fait 540 mètres carrés. Donc la loi est très claire là-dessus. Ce bien a fait l'objet de recherches auprès du service de la publicité foncière après le 1er janvier 1956. Aucune recherche n'a été positive, aucune identification. Le dernier propriétaire connu du bien était M. Victor Jean Solin, né avant 1900 et depuis lors décédé. L'origine de ce terrain étant bien antérieure au 1er janvier 1956. Donc nous avons les conditions réunies pour déclarer ce bien sans maître. Donc je vais vous demander d'incorporer cette parcelle dans le domaine privé de la commune, donc la parcelle AY56 de 540 mètres carrés dans le secteur de la Fonte des Fabres. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Même démarche avec une parcelle, cette fois-ci située en limite sud de la commune, dans le quartier de Pirascas. Un petit triangle voilà, isolé, qui est plus grand tout de même, 1369 mètres carrés, mais qui est en pleine zone naturelle. Donc là, on n'a pas la même valeur de bien, mais nous allons quand même en faire l'acquisition. Donc ce sont exactement les mêmes conditions, pas de propriétaire identifié, la parcelle n'appartient à personne. Il peut y avoir quand même des enjeux de risque incendie dans un secteur qui est assez sensible. Donc nous allons vous proposer également de faire passer cette parcelle BC83, donc dans le lieu-dit de Pirascas, dans le domaine privé de la commune. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Toujours en urbanisme, nous avons une servitude de passage et d'ancrage sur les parcelles AE 313 et AE 322 au profit de la société Enedis. Donc en réalité, il y a un léger déplacement d'une ligne électrique. Et Enedis a besoin de planter 2 poteaux, donc c'est la servitude d'ancrage. L'une est à la sortie du chemin qui va des Fourniers au Bleuet. Donc il y en a une qui est à la sortie côté Bleuet, juste en dessous de la propriété Kogler. Et une autre qui est bien en amont, côté Fournier, qui va permettre de tirer ce câble et d'éviter le survol de la propriété. Donc du coup, ça va légèrement modifier le trajet aussi des lignes électriques qui étaient sur le chemin des Bleuets. Vous avez tout cela sur le plan. Alors quand il y a une servitude, il y a une évaluation du coût de la servitude. Là, pour le diamètre des poteaux, on arrive à 4 €, donc ce n'est pas une somme recouvrable. Donc en réalité, cette servitude ne donnera pas lieu au versement d'une quelconque somme. Il y aura tout de même un acte de servitude qui sera rédigé. Est-ce que vous avez des questions ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Allez, un sujet aussi qui rejoint les propos de Alexis tout à l'heure et de Robert concernant la transition écologique. On parle depuis le début de mandat d'équipements photovoltaïques sur les bâtiments communaux.
l'enjeu est double, hein, à la fois de constituer à terme une autonomie, évidemment partielle dans un premier temps, au niveau énergétique pour la commune, et d'entretenir notre patrimoine, c'est-à-dire nos bâtiments communaux, dont certaines toitures sont quand même plutôt en souffrance. Je pense notamment à la mairie. Donc 6 bâtiments ont été identifiés pour implanter ces panneaux. La mairie, qui nécessite le chantier le plus sensible. La médiathèque, avec une toiture végétalisée qui n'a jamais vu le jour, qui était dans les vœux pieux de l'architecte. Le centre de loisirs, qui a une belle surface. Surtout le centre technique municipal, qui lui a une très très grande surface. Et les 2 écoles élémentaires, Jean Écart et Jean Monnet. Voilà, il faut savoir qu'à une certaine époque, on faisait attention aux orientations, hein, plutôt le sud, le sud-est, le sud-ouest. Aujourd'hui, vu l'ensoleillement du secteur, les prestataires ne regardent quasiment plus l'orientation, si ce n'est quand c'est plein nord. Alors, ce que nous allons vous demander ce soir, ce n'est pas si vous êtes d'accord ou pas pour implanter des photovoltaïques, c'est sur le mode opératoire qu'il va falloir choisir. On va vous proposer d'aller vers le mode de la délégation, en réalité. La gestion déléguée a plusieurs avantages. Premièrement, c'est que nous allons avoir, après une mise en concurrence, nous allons avoir affaire à un prestataire professionnel, dont c'est le métier, le photovoltaïque, mais qui va aussi en son sein avoir des professionnels du bâtiment, de la toiture, de l'étanchéité. Donc on n'a pas forcément la technicité ou l'ingénierie concernant ces domaines-là dans notre commune, et ce n'est pas du tout péjoratif à l'égard de nos employés de mairie, on n'a pas d'étancheurs hein, dans l'équipe. On a aussi le souci de devoir porter un risque qui me semble assez important, que je préfère déléguer à un prestataire qui va l'inclure bien sûr dans les années d'exploitation de ces panneaux photovoltaïques. Ça peut être un risque de détérioration de la toiture, puisque c'est au prestataire d'entretenir la toiture pendant le nombre d'années dont il va en bénéficier. Toutes les assurances, à la fois du prestataire et de notre part, seront prises concernant l'usage de ces panneaux photovoltaïques, des risques qui peuvent présenter au niveau électrique ou des risques incendie, mais aussi des risques de détérioration dus au climat, voire de vol. Voilà, tous ces risques-là feront l'objet d'une prise d'assurance. Il semblerait, au vu de notre surface mise à disposition et du coût de travaux nécessité à la fois par la pose de ces panneaux et la réfection des toitures, qu'une durée de 40 ans pourrait permettre d'équilibrer l'opération. Bien sûr, il va y avoir cette mise en concurrence qui va nous en dire davantage. Et si vous avez des questions, je vous laisse bien sûr la parole. C'est un projet qui ne sera pas négligeable. Pas de questions? Alors il y aura quand même quelques réflexions à mener sur les moments de travaux, sur les bâtiments, les écoles. On ne peut pas détoiturer en plein hiver une école. La mairie, il va falloir reloger certains services par phase probablement, sans doute sur des bâtiments que nous avons récemment désaffectés, comme la police municipale ou ici, pourquoi pas. Ça va quand même nous obliger à avoir des périodes de transition au moment des travaux. Mais tout cela est réalisable et surtout souhaitable. Donc nous allons, si vous le voulez bien, choisir non pas le mode de gestion en régie, mais celui de la délégation et de la concession. Est-ce qu'il y a des questions? Qui est contre donc ce choix de la concession? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nouvelle délibération environnementale. Donc les bornes IRVE sont les installations de recharge pour véhicules électriques. Alors là encore, on ne va pas vous demander si vous êtes d'accord ou pas, puisqu'on a déjà discuté régulièrement de tous ces projets qui nous permettent de respecter, en tout cas de concourir vers le respect de l'agenda 2030. On va vous demander de voter l'adhésion aux 6000 hectares concernant la compétence optionnelle numéro 7, qui est donc celle du réseau de prise en charge
des véhicules électriques. Alors, dans la convention, de façon synthétique, vous allez retrouver les conditions de ce partenariat. Vous y verrez que les bornes électriques, les bornes classiques, avec une puissance habituelle, coûtent 5 000 € à l'achat à la commune. Ça peut monter jusqu'à 20 000 pour les plus puissantes et donc les plus rapides. Nous verrons à l'usage si nous avons intérêt ou pas à mettre ce type de bornes les plus puissantes. Mais dans un premier temps, nous mettrons les bornes domestiques qui permettent aux gens de recharger les véhicules pendant la nuit notamment. Ça coûte également 200 € par an en fonctionnement et par borne. Donc vous voyez qu'il y a quand même un engagement financier à prendre en compte. Mais l'idée, c'est petit à petit de permettre à la population d'opérer cette transition écologique, y compris dans le domaine automobile. On sait bien qu'il y a des réserves concernant le passage au tout électrique, avec notamment des questions sur la gestion et le recyclage des batteries au lithium. En tout cas, en termes de coûts et de rejet de CO2, c'est bien inférieur. On sait aussi que la ressource fossile s'épuise, donc quoi qu'il arrive, à un moment donné, le pétrole ne permettra plus aux véhicules thermiques de rouler. On ne va pas mettre 500 bornes dans la commune, donc bien sûr que d'autres adaptations seront possibles si un jour des véhicules à hydrogène devaient prendre le pas sur les véhicules électriques. Mais il nous semble intéressant, sur les nouveaux parkings et puis sur les endroits stratégiques, d'avoir 1 à 2 places équipées de ce type de bornes de recharge. Vous savez que lorsqu'on a une propriété individuelle, on recharge facilement son véhicule. Lorsqu'on est dans une résidence collective, eh bien, c'est plus difficile, sauf quand la résidence collective est récente et qu'elle a donc eu l'obligation de mettre une borne de ce type dans la propriété. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette adhésion à la compétence optionnelle numéro 7 du CIMIELEC? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors la délibération numéro 22, là c'est assez technique. Cela concerne la mutualisation avec la communauté de communes du logiciel d'instruction des autorisations d'urbanisme. C'est un premier avenant puisqu'il y avait déjà eu cette convention de signer. Dans un premier temps, la CCVG a contracté avec la commune de La Farlède et la commune de Solespont pour faire diminuer ce coût de logiciel. Aujourd'hui, nous payons 6 497 €, ce qui représente 10 000 € d'économie pour nous, comparé au fait que nous l'ayons acheté et fait fonctionner tout seul. Nous faisons un avenant car la commune de Solesuca, elle, a souhaité récupérer son service d'urbanisme de manière autonome, alors qu'elle fonctionnait depuis le début avec un service intercommunal en partenariat aussi avec les communes de Belgency et Solesville. Nous prenons donc cet avenant pour prendre acte en fait de la sortie de cette commune. Ça ne modifie en rien la somme que nous devons payer pour participer à l'achat, au fonctionnement de ce logiciel. Voilà, est-ce que Lilian, j'ai dit ce qu'il y avait à dire, ou est-ce qu'il y a quelque chose de différent? Est-ce que vous avez des questions par rapport à cela? Ça ne devrait pas changer grand-chose, si ce n'est qu'on acte le départ de Solestuca. Voilà. Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Voilà, l'ordre du jour est épuisé. Je ne sais pas si vous avez des questions. Et si vous n'avez pas de questions, je vous souhaite une excellente soirée et un très bon été à La Farlède.